Mon père, il est arrivé en 1923. Et ma mère également, à la même date. Il venait de... Parce que mes grands-parents, maternels comme paternels, ont d'abord émigré de Pologne vers la Westphalie, en Allemagne. Hein. Mes parents sont nés tout près de Dortmund, mon père comme ma mère, et en 1923, ils sont venus donc en France. Et mes grands-parents maternels sont venus en France, mais ma grand-mère paternelle, elle était déjà veuve, mon grand-père avait déjà été mort en Allemagne, elle est retournée en Pologne, mais mon père est venu en Pologne, lui. En France, pardon. Voilà. Donc c'était le chemin d'immigration de beaucoup de Polonais à ce moment-là. Hein. Mon père travaillait déjà en Allemagne. Il travaillait en Allemagne et ils avaient une habitude du travail en voie dans les boettes, ce qu'on appelait les boettes, quoi. Hein, c'est-à-dire le creusement des voies principales qui amenaient aux bancs de charbon. Donc quand ils sont arrivés en France, tous mes oncles d'ailleurs, hein, comme lui, ont travaillé dans ces chantiers-là. Et à cette époque-là, le travail était difficile parce qu'ils avaient des engins beaucoup plus lourds que ça, avec de longs forêts pour forer les mines, pour faire exploser la roche. Et c'était ou bien à bout de bras, ou bien sur le genou, ou bien sur les épaules. Hein, et dans la poussière. Il n'y avait pas d'eau sur ces appareils-là. Ce qui fait que tous ces hommes-là, eh ben, ils sont morts avant 50 ans, quoi. Parce que la silicose, c'était surtout là qu'il y avait le plus de silice dans ces chantiers-là. Votre famille travaillait dans la mine. Ils travaillaient tous ici, dans cette région-là? Ah oui, mes oncles étaient... on était dans la cité, on était les 5 familles sur 3 corons. Donc, et au pied de la mine, quoi, hein, puisque il y avait la mine, il y avait le coron, il y avait l'école, il y avait l'église, tout était organisé de cette façon-là, hein, par les houillères. Lors de la grève des mineurs de 1948, vous étiez, je crois, un enfant. Est-ce que vous vous souvenez de comment vous avez vécu cette grève? Oui. Bon, j'ai de très bons souvenirs, hein, puisque j'avais 8 ans. Le plus beau souvenir, c'est que pour nous, enfants, on faisait la guerre avec les parachutistes, les spahis, qui tournaient dans les corons. Hein. Naturellement, ils nous laissaient tranquilles, nous, mais bon, c'est surtout après les mineurs qu'ils en avaient, pour savoir s'il n'y avait pas de rassemblement et tout. Alors, j'ai quand même des souvenirs qui sont assez grave pour certains, puisque mon père était émigré polonais et qu'il n'avait pas le droit de grève. Et donc, s'il n'allait pas travailler, la police venait le chercher. Et il y avait un risque de retour en Pologne, ce que mes parents ne voulaient surtout pas. S'il allait travailler, c'était les grévistes qui chassaient un peu ceux qu'on appelait les jaunes, on les appelait comme ça, quoi. Bon. Donc mon père, il hésitait, hein, il y allait pas, bon, mais je dirais qu'il y a eu quelques petits problèmes ou quelques carottes cassées à la maison, tout ça, mais bon, ça n'a pas été beaucoup plus grave, quoi. Et même au niveau de la police, lorsqu'il n'allait pas travailler, il y avait un avertissement. Votre papa, s'il avait été totalement libre, il aurait fait grève sans... Ah oui, c'est sûr, ça. Il n'allait pas travailler, hein. Bon, on venait le chercher, il fallait qu'il y aille, et vice-versa, quoi, hein. Mais non, si ça avait été ça, il aurait fait grève. Il n'était pas syndiqué, mon père. Il n'était pas syndiqué parce qu'il n'avait même pas le droit, les Polonais. Hein, mais bon, il y avait une certaine sympathie pour les organisations, pour certaines organisations syndicales, quoi, hein. Il y a eu des actions qui étaient menées par les mineurs et je me souviens des soldats armés qui couraient après les grévistes pour essayer de les attraper parce que bon, certainement qu'ils les avaient agressés quelque part et tout. Et je me souviens qu'un jour on était dans le jardin, parce que nous c'était la première maison du coron et puis il y avait la rue principale. Et on a vu un homme sauter au-dessus de la barrière. Il a dû battre ce jour-là le record du monde du saut en hauteur, parce que les barrières étaient quand même assez hautes, et il est tombé derrière le jardin. Donc les soldats sont passés, il n'avait pas vu qu'il avait sauté dans le jardin. Et après, j'ai un autre souvenir, c'est que il y avait des réunions d'information, et tous les rassemblements étaient interdits.
Donc un jour, rendez-vous est donné aux mineurs dans une salle en centre-ville d'Avion. C'était à l'Élysée, ce qu'on appelait l'Élysée, c'est le bistrot, c'était l'Élysée. Alors, tout le monde était là. Le patron de la salle hésitait d'ouvrir les portes parce qu'il avait eu des ordres de la préfecture comme quoi il ne devait pas nous donner la salle aux grévistes. Et on était donc femmes, enfants, tout le monde sur les trottoirs. Et d'un seul coup, on ne les a pas vus arriver. C'était des parachutistes, je crois, qui étaient sur des petites motos et qui ont foncé dans la foule avec les motos pour disperser tous les gens qui avaient sur les trottoirs. Alors on rentrait dans les bistrots, les gens nous ouvraient les portes et tout, pour éviter effectivement d'être blessés. Alors, il y a des gens qui avaient été culbutés par les motos et tout, mais il y a eu une surprise générale parce que les collectifs de grève avaient quand même mis en place des hommes pour surveiller si effectivement ils n'arrivaient pas, mais ils ne les ont pas vu arriver. Et ça a été vraiment la panique, là. Hein. C'est des souvenirs que j'ai, moi, de cette période-là. Hein. Après, il y en a certainement eu d'autres, mais nos parents aussi ne voulaient pas qu'on sorte de trop parce qu'on ne sait jamais être pris dans des bagarres qu'il y aurait pu avoir avec la police ou bien et puis les grévistes. On aurait pu, nous aussi, en souffrir, quoi, hein. Mais voilà, bon, ce sont ces points-là surtout qui m'ont marqué en étant gosse, mais il y avait quand même notre part une certaine insouciance, parce que nous, les soldats, ils étaient bien gentils avec nous, quoi, hein, donc pour nous, ça se passait bien, quoi, hein. Mon père ne parlait pas beaucoup, pourquoi? Je me suis toujours posé la question, pourquoi il dormait beaucoup? Mais j'ai compris après, avec le travail qu'il faisait. Avec ces grosses pièces qui devaient tenir à bout de bras tous les jours et tout, toute la nuit. Hein, parce que bien souvent, il était de nuit. Les forations se faisaient la nuit. Donc, j'avais pas vraiment beaucoup de contact avec mon père, plus avec ma mère, parce que ma mère a encore été à l'école française. Hein. Et j'ai des souvenirs de mon père... je m'en souviens bien de lui, naturellement, mais il était très émotif, mon père. En 1948, j'ai été opéré de l'appendice. Et ma mère a l'obligé à aller me voir à l'hôpital. Il fallait à pied, d'Avion à Liévin à pied. Et il était venu, il y avait quelqu'un qui regardait dans l'embrasure de la porte. Et c'était lui. Il n'a pas osé venir jusqu'à mon lit pour me voir. Tellement qu'il était émotif. Le fait que j'ai été opéré, parce qu'à ce moment-là, attention, opéré de l'appendice, c'était 15 jours à l'hôpital, hein. 3 jours sans manger, et tout ce qui s'ensuit, ce genre de choses. Vous voyez, ouais. Et donc, il parlait moins bien français que ma mère. Bon. En plus, comme ils sont venus au monde en Allemagne, ils parlaient beaucoup en allemand. Ouais. La langue polonaise, je l'ai entendu parler, pour ainsi dire. Moi, mes parents parlaient plus en allemand. Hein. Et voilà, quoi, Et après, mon plus mauvais souvenir, c'est que il est mort à 6 h au matin. Ma mère m'a réveillé en vitesse. Elle a dit: je m'en vais chercher ton oncle, papa, ça va pas. Donc j'étais avec lui. Et là, je l'ai vu s'étouffer. Il s'est étouffé, il est mort devant moi, quoi. Il s'est raidi. Hein. Il avait 100% de silicose. Voilà. Ça m'a marqué. Tout ça, ça m'a marqué, moi. Vous aviez quel âge? J'avais 13 ans. J'avais 13 ans. Mon frère était en Algérie, parce qu'il est plus vieux que moi, il a 7 ans de différence. Ma grand-mère, qui ne voulait absolument pas être reconnue comme réfugiée. Elle ne pouvait pas percevoir la retraite de son mari d'Allemagne. Donc elle n'avait pas de revenus. Et quand mon père a été reconnu silicosé, donc en 1953, tous les dossiers qui se montaient, c'était très long. C'était très long. La silicose était reconnue, mais elle n'a été indemnisée qu'en 1956. Ma mère n'a rien perçu. On avait de grosses difficultés à la maison. Là-dessus, une fois que mon père est décédé, ma belle-sœur qui attendait son enfant, elle est venue chez nous. Elle est venue chez nous. Eh ben, on vivait ce que la municipalité donnait aux familles parce qu'un des enfants est en Algérie.
et puis de la solidarité des autres. Et bon, cette vie-là a duré un bon moment, parce qu'il a fallu attendre plus de 6 mois pour que ma mère perçoive la retraite, quoi. La retraite. Votre papa, il est mort à quel âge? Mais il avait 49 ans. La veille de Noël 1953. Un beau Noël, hein. Vous étiez d'origine polonaise. Vous aviez gardé des traditions, des modes de vie particuliers, en tout cas des... Bah, naturellement, comme Norbert Gilmé, mes parents m'ont envoyé à l'église, hein, au catéchisme. Bon, j'allais au catéchisme, comme d'autres copains. D'ailleurs, il y avait des copains, je suis même sûr que leurs parents étaient déjà communistes, mais que... Je me souviens, un copain Bardouille, il allait à l'église aussi, alors que j'étais persuadé, moi, après, avec le recul, que ses parents étaient déjà des communistes. Donc, bon, j'allais à l'église. Et je dirais même que, jusqu'à l'âge de 16 ans, j'ai été responsable de la jeunesse ouvrière chrétienne. Mais quand j'ai commencé à travailler et que j'ai vu les choses autrement, que j'ai pu juger de l'évolution de l'Église, ça a commencé à me tourner dans la tête et j'ai tout stoppé. Ma mère n'était pas très contente, mais je dis écoute, c'est comme ça. Hein. Quand j'étais gamin, je dis tu pouvais quand même m'imposer d'aller à la messe, mais là non, je suis plus d'accord. Je suis plus d'accord, donc voilà, j'ai arrêté et j'ai revu les choses autrement. Après, au niveau des traditions, ben, il y a des traditions que je fais encore aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, quand c'est Pâques, eh ben, ma femme, parce que ma femme est française, ma mère lui a appris à faire les plats polonais, à faire les gâteaux polonais et tout. Donc là, ça a été Pâques. Eh ben, moi, je mange la saucisse de Pâques. Hein, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est très bon. Hein, bon. Les œufs cuits durs avec du kchan, j'en prends plus. Du kchan, c'est du réfort. Bon, j'en prends plus parce que bon, avec l'âge, l'estomac il réagit plus de la même façon. Et puis le gâteau polonais. Le gâteau polonais. Donc je garde ces traditions-là. Après, on garde les traditions Noël. Noël, bon, bah, les Polonais ont fêté Noël. Hein, bon, bah, nous, on a toujours fêté Noël. Bon, pas comme aujourd'hui, puisque moi, je ne me souviens pas avoir eu des cadeaux comme mes petits-enfants peuvent avoir aujourd'hui. Je me souviens, j'en ai eu un. C'était des tout petits cubes de toutes les différentes couleurs que je devais essayer de mettre les uns à côté des autres pour faire le dessin. C'est le seul que j'ai eu, je m'en souviens pas après. Voilà. Qu'est-ce qui après? Alors, il faut savoir que chez les Polonais, il y a aussi les Polonais blancs et les Polonais rouges. Hein, bon, je pense que du côté de ma famille, c'était plutôt rouge. Et que les Blancs, ils avaient quand même un peu plus de tradition de l'Église, tous ces trucs-là, quoi. Hein. Parce qu'il faut savoir aussi que les prêtres, les houillères, avaient fait venir des prêtres avec les mineurs émigrés pour essayer de les cantonner un peu. Et donc, il y avait quand même une différence entre ces Polonais là, qui avaient gardé des trucs un peu plus traditionnels, quoi. Hein, voilà. Mais bon, ça se passait très bien, Les voisins, c'était des Français, bon, problème, non. Alors, c'était comment la vie d'un enfant de mineur dans les corons? Ben, moi, je dirais que j'ai un excellent souvenir. Un excellent souvenir, malgré les difficultés d'après-guerre. Hein, on n'avait pas ce qu'on voulait. Mais, comme je disais, dans chaque coron, il y avait tellement d'enfants qu'on pouvait faire une équipe de football par coron. Et ça se passait très très bien. Alors que j'étais d'origine polonaise, jamais un petit Français m'aurait dit sale Polac ou bien tout ce genre qui aurait été entendu peut-être par ailleurs. Bon, moi je n'ai jamais vécu ça. Hein. Et notre jeu principal, bah, c'était le football. Parce que bon, ça a toujours été dans nos régions pratiqué, et il y avait des équipes polonaises de football qui étaient très, très fortes et tout. Et nous, une fois sortis de l'école, que ce soit le midi ou le soir, dans le boulevard, on jouait au football, quoi. Hein. C'était avant ça. Parce qu'il n'y avait pas toutes les structures sportives après la guerre qu'il y a maintenant.
hein. Même des piscines, il n'y avait pas de piscine, hein, on allait nager dans le canal, hein, dans le canal où on chargeait le charbon en péniche pour envoyer dans toute la France, quoi, hein. Mais niveau vestimentaire, on n'avait pas ce qu'on voulait non plus, hein. Moi, je me souviens, je disais à mes enfants, tu sais, moi j'avais des galoches, on appelait ça des galoches. C'était des grosses semelles en bois avec du cuir au-dessus. Et comme le bois il s'usait, mon père, il volait du convoyeur à bande, que c'était du caoutchouc, au fond de la mine, et il ressemelait mes galoches avec ça, quoi. Bon, je me souviens, une anecdote, un jour, il y a un copain, il revient, il dit j'ai vu dans le magasin de chaussures, on vend de belles espadrilles légères, c'était 1 franc, à cette époque-là. Alors bon, on va voir nos parents et tout, nous sommes partis peut-être une dizaine dans ce magasin pour nous acheter ces espadrilles. Et donc c'était en toile, et en dessous c'était une semelle en mousse. Alors on a tout de suite mis ça parce que c'était léger, à côté des galoches c'était beaucoup plus léger. Et on dit allez, le premier arrivé en haut du boulevard. Nous sommes partis en courant, mais quand on arrive en haut du boulevard, on n'avait plus de semelle. Parce que c'était de la mousse. Et puis le boulevard, il y avait des gravillons et tout, on n'avait plus de semelle. On avait payé 1 franc, bon, on remontait le boulevard. Voilà, c'est bon. Mais c'était bien, je veux dire. Après, au niveau de la nourriture, les mineurs, on s'organisait de telle façon qu'il y avait le jardin, on faisait le jardin. Il y avait de l'élevage, hein, quasiment tout le monde avait ses poules, ses lapins. J'ai pas eu faim, moi. J'ai pas eu faim. Non, j'ai pas eu faim. On n'avait pas non plus de la viande rouge. Il n'y en avait pas. Mais il y avait au moins ça, quoi. Du cochon, forcément. Mes parents élevaient du cochon, hein. Même pendant la guerre que c'était interdit, mais bon, ils le faisaient quand même, hein. Donc, je veux dire, je peux pas dire que on en a vraiment souffert de cette situation-là. Vous aviez la sensation de ces tensions qu'avait pu connaître votre papa entre les grévistes et les... Non. Entre enfants, ça n'apparaissait pas. Mais bon, moi je savais, parce que bon, mon père était concerné, hein, mais on n'en discutait pas avec les copains. Bon, on continuait à aller à l'école comme toujours, quoi, hein. Non, de ce côté-là, non. Après, où il y a eu peut-être un petit problème, c'est qu'en 1948, a été organisé effectivement le départ des enfants dans la région parisienne, en Normandie, un peu partout, hein, les enfants de grévistes. Et moi, j'ai pas été pris. Alors, ça m'a pas traumatisé pour autant. J'aurais bien voulu partir avec mes copains. Et donc, moi, je suis resté là. Et lorsqu'on a fait un colloque... c'était à la Ricamari, oui. On avait fait un colloque sur les grèves de 41. Et il y avait donc Achille Blondeau était là, tout ça, et puis je savais la réponse, hein, mais j'étais provocateur. Je dis à Achille Blondeau, je dis écoute, moi, je voudrais que tu m'apportes une réponse. Pourquoi je n'ai pas eu le droit, moi, de partir en région parisienne ou ailleurs, comme mes autres copains? Là, il me regarde, il dit parce que ton père c'était un jaune. Un jaune, c'est-à-dire parce que bon, le temps est passé. Je dis, tu vois, Achille, tu t'es drôlement trompé. Parce que tu vois, aujourd'hui, je suis un responsable de la CGT. Et mon père voulait faire grève, mais il ne pouvait pas le faire. Achille n'a plus rien dit, mais je l'avais fait volontairement, quoi. Mais c'était ça, quand même. C'était ça. C'est que, bon, du fait que, de temps en temps, mon père allait travailler, donc il était payé un peu. Bon, moi, j'avais pas le droit à tout ça, quoi. Mais moi, ça m'a pas traumatisé pour autant. Il y avait un monsieur, il s'appelait Joseph Petit. C'était un délégué mineur de surface. Et il habitait dans la cité. Il habitait dans la cité. Tous les jours, il venait chez nous. Parce que mes parents étaient étrangers. Des papiers, sans arrêt. Même qu'il apportait des papiers. Il n'y en a pas assez. Et ça, je l'ai vu, mais sans arrêt. Et il y avait... Dans la cité, il faisait tout à pied. Et son vélo, il servait qu'à aller à Liévin,
qui était à 3 km de chez nous, pour aller déposer les papiers à la caisse de secours, comme on appelait. Ouais. Et lui, il m'a marqué. À chaque fois, quand il venait à la maison, je restais là pour écouter ce qu'il disait à ma mère, pour discuter avec ma mère et tout ce qui s'ensuit. Et je crois que quand j'ai vu après ce qu'était le métier de mineur et pourquoi mon père est mort si jeune dans ces conditions-là, là aussi, ça m'a fait réagir. Ça m'a fait réagir. Et malgré tout, donc, vous décidez de devenir mineur? Ouais, contre l'avis de ma mère. Contre l'avis de ma mère, parce que dans la cité, tous mes copains étaient partis à la mine. J'étais le seul à continuer au cours complémentaire. Et puis il me disait, oh écoute, tu sais, on est bien, on est en équipe et tout, ça se passe bien, on a du plaisir et tout. Alors moi, ça m'a fait voir comment c'était au fond, ici et là. Bon. Et j'ai fait mes pieds de mes mains que ma mère a cédé, quoi. Ma mère a cédé. Et j'ai donc été embauché le 13 avril 1953, en 55. Quoi. Vous vous souvenez de votre première journée de travail à la mine? La première journée, elle n'a pas été au fond, elle a été au jour. Bon, alors la première journée, on nous fait visiter un peu les installations du jour et tout. Et puis après, on nous met le charbon qui était remonté. Il y avait encore il y avait le charbon, mais il y avait aussi des cailloux dedans. Hein, donc, il fallait trier le charbon au triage. Les jeunes ont commencé au triage. Alors, c'était un convoyeur blindé, métallique. Et le dernier qui arrivait, on le mettait le plus bas. C'est-à-dire que c'était lui qui était obligé de faire partir le plus de cailloux possible. Et l'ancien, il était en haut, donc lui, il avait à l'occasion qu'un caillou à sortir, c'était ça. Bon, mais ça se passait bien entre nous, ça se passait bien, quoi. Hein. On était contents de travailler. Le premier jour au fond, on m'a envoyé avec un ouvrier, un adulte, ce qu'on appelait au pied d'un burtcha. Un burtcha, c'était un puits qui reliait 2 étages. Le charbon descendait dans des berlines par ce puits, et moi en bas, j'étais galibot, on appelait les galibots, j'étais chargé de pousser les berlines pour créer les trains de berlines que le locotracteur venait chercher pour emmener à l'accrochage. Et bon, j'ai fait ça pendant, je ne sais plus, peut-être 5-6 mois, je ne sais pas. Alors après, dans l'entretemps, je jouais au football. Je jouais au football et dans les houillères, c'était les ingénieurs des mines qui géraient les équipes de football et tout. Et puis, bon, je me défendais pas mal puisque j'ai quand même eu une sélection des cadets du Nord. Hein, et à ce moment-là, ceux qui jouaient bien au football, ils étaient un peu ménagés. Mais moi, je n'ai vraiment pas eu de chance parce que le président du club, qui était l'ingénieur du siège, il me faisait remonter, il me refaisait redescendre pour essayer de ménager un peu, quoi. Hein. Mais arrivé un moment, il m'a dit écoute, je peux plus rien, on a des directives, il faut faire descendre le plus de mineurs du jour au fond et tout, donc je vais être obligé de te laisser au fond. Voilà. Alors c'est bon. Après, j'ai fait mon parcours à l'école des mines et puis voilà, puis je suis resté au fond. J'avais 15 ans. J'avais 15 ans. Et donc, là, forcément, on descendait à la mine, on allait au transport du matériel, tout ce genre de choses. Tout. Et je m'intéressais beaucoup pour voir comment les choses évoluaient et tout. Et c'est là que j'ai vu, parce qu'on dit la bataille du charbon en 1948. Mais en 1955, c'était encore la bataille du charbon. En 1960, c'était encore la bataille du charbon, parce que le pétrole faisait jour et il fallait produire de plus en plus au moindre coût pour pouvoir rendre le charbon rentable, quoi. Hein. Et j'ai vu justement ces mineurs avec ces marteaux-piqueurs en slip, abattre ce charbon dans la chaleur, dans la poussière. Et tous ces jeunes gaillards-là, ils n'ont pas connu leur retraite à 50 ans. Ils ne l'ont pas connu. Je peux dire que 75% sont morts, usés par ce travail. Des jeunes. Parce que bon, quand on est jeune, c'est vrai qu'on est costaud, on y va et tout, mais c'est qu'après, avec le temps, et dans les conditions de travail,
C'était dur quand même, hein, à tout point de vue. Hein. Donc tout ça, ça m'a quand même fait réfléchir beaucoup. Et puis bon, j'ai donc fait... dès que j'étais embauché, j'ai fréquenté l'école des mines. Après la journée, alors, après la journée, parce que je voulais m'en sortir autrement que mon père, quoi. Hein. Et donc j'ai fait l'école des cadres et j'étais agent de maîtrise. Et bon, comme j'ai dit aux copains tout à l'heure, ça n'a pas été mon meilleur choix, parce que on était entre la hiérarchie et puis les ouvriers. Hein. Moi, on me reprochait surtout que j'avais jamais passé la barrière. C'est-à-dire que on avait un carnet d'amende. Et la direction, elle regardait sur le cahier d'amende si on sanctionnait les ouvriers. Moi, je n'avais pas de raison de sanctionner les ouvriers, hormis s'ils avaient fait une faute grave pour la sécurité. Mais sinon, le gosse, il n'avait pas réussi à faire son travail pour telle et telle raison, je n'allais pas le sanctionner. Ben si, il fallait sanctionner. Il fallait absolument qu'entre nous et les ouvriers, il n'y ait pas de fraternité. Donc moi, ça, je ne pouvais pas le tolérer. Donc en 67, en juin 67, j'ai démissionné. Et je suis reparti comme ouvrier. Comment vous avez vécu quand vous êtes redevenu mineur? Ah ben, j'ai plus fait le même métier. Hein. Je me suis retrouvé en centrale électrique. Alors là, en centrale électrique, quand je suis arrivé là, non, c'est-à-dire que bon, il faut que je vous dise tout, j'ai eu une coupure. Parce que quand j'ai démissionné, j'ai foutu le camp, mais alors complètement des houillères, pendant 8 ans. Pendant 8 ans. Et comme j'avais un CAP d'électricien, tout ça, j'ai travaillé dans l'électrification et tout. J'ai fait toutes les barrières électriques de la SNCF et tout, à Dunkerque, la Grande Écluse, tous ces trucs-là. Et puis, on arrivait vers les années 70 où le travail, ça n'allait plus tellement et tout. J'ai eu une occasion. Je vois dans la presse que les houillères recherchent des électriciens. Bon, bah, je dis, je vais me pointer. Et donc, j'arrive là. Le premier que je retombe, c'est mon ancien directeur de l'école des mines. Bah, il me dit, qu'est-ce que tu viens faire? Il me dit. Bah, je dis, écoute, j'ai vu qu'on demande des électriciens. Donc, il me dit, attends, il dit, tu sais quoi? Il dit, les électriciens qu'on demande. Il dit d'ailleurs, je me demande pourquoi on en demande. Il dit, on fait remonter les mineurs pour changer des interrupteurs, remettre des ampoules. Il dit, tu vas quand même pas changer des interrupteurs et des ampoules. Oh, bah, je dis, non, je peux faire mieux, quoi. Hein. Et puis il y avait une porte comme ça. Il dit, attends une minute, il rentre, puis il ressort. Il me dit, viens. Alors il y avait 2 gars là. Alors les gars, ils me disent, vous connaissez le fonctionnement d'une centrale? Bon, je dis, oui, le principe, je connais, mais non, je n'ai jamais travaillé dans une centrale, rien du tout. Bon, ben, il dit, vous faites une lettre à M. Strager, c'est le patron des centrales. Et puis, ben, il vous répondra. On sort, et mon ancien directeur, il dit, attends, il dit, une lettre à Strager, il va la foutre à la poubelle, il n'aura jamais de réponse. Alors il dit, viens, on s'en va dans son bureau, il fait un numéro, il dit, tiens, il dit, à M. Strager, ben, je ne connais pas, mais il dit, démerde-toi. Alors, bon, M. Strager, bonjour, ben, c'est pourquoi? Comment ça se fait que vous m'appelez directement? Ben, je dis, je suis dans le bureau de M. Delbert, mon ancien directeur de centre, donc c'est lui qui m'a donné votre numéro. Ah bon, il dit, qu'est-ce que vous voudriez? Ben, j'ai dit, écoutez, je voudrais bien revenir dans les houillères, j'étais agent de maîtrise, tout ça, et puis dans les centrales électriques. Bon, ben, il dit, venez me voir lundi. Lundi d'après, j'étais dans les centrales électriques. Bon, là, j'ai eu un coup de bol, quoi. Et là, ben, j'étais connu par mon action radicale des gens. Et par mon activité dans le parti, par des copains, parce que on n'a pas de Calais, c'est... Oh, les copains, quand ils m'ont vu arriver, oh, bah ça... Je dis, attendez, laissez-moi faire mon trou. Je dis, parce que je dois être noté au rouge. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Je me suis relancé dans le syndicalisme, et puis c'est là que je suis rentré, donc, au conseil d'administration des houillères de bassin, avec la loi de démocratisation de 80, je sais plus, 83 ou 83. Voilà. Et puis là, bon, après, je suis devenu permanent syndical. Est-ce que vous entendiez parler, par les mineurs plus anciens, des grèves de 48 à cette époque-là? Non. Non. Non, honnêtement, non. Tout au moins, dans le travail, non.
On n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Non. Et à côté du travail, vous en entendiez parler? Comment? À côté du travail, vous en entendiez parler? Bah, après, oui. Par exemple, en famille, c'était évoqué. C'était évoqué, parce que ça a quand même été un moment important. Hein. Sinon, non, on ne revenait pas tellement sur l'événement. Peut-être que ceux qui étaient déjà engagés syndicalement, ça en parlait un peu plus, quoi. Hein. Mais bon, moi à ce moment-là, j'y étais pas encore. Hein, Non, je n'entendais pas parler. Vous êtes engagé à la CGT, vous êtes engagé au Parti communiste. Comment ça se passe dans les mines? Est-ce que c'est facile d'être un syndicaliste? On avait un avantage. Et le patronat l'a vite compris, ça. C'est pour ça que toutes les grosses entreprises, on les a fermées. Parce que c'était plus facile pour s'organiser. Et on était beaucoup plus forts. Et ils préfèrent avoir des petites unités qui, aujourd'hui, on le voit bien, les petites entreprises, les petites PME et tout, où il n'y a pas beaucoup de syndicalisation, parce qu'il y a une pression du patronat. Tandis que nous, dans les houillères, je ne dis pas que c'était facile, hein, parce que c'est toujours pareil, comme Norbert l'a dit, des organisations comme la CFTC, la CFDT, bon... C'était bien vu, hein. La CGT, c'était pas pareil, quoi. Hein. Moi, je me souviens que pour avoir mon échelle 9, je l'ai eu, c'est quand je suis rentré au conseil d'administration des houillères de bassin, du fait par mes mandats syndicaux. Hein. Mais sinon, du fait que j'étais à la CGT, ben, c'était toujours les autres qui avaient les échelles, et la CGT, c'était vraiment... quand ils ne pouvaient pas faire autrement, quoi. Même s'il y avait des... Parce que dans le cadre de la loi de l'amnistie, par exemple, il y avait une réglementation très précise sur le déroulement de carrière. Bon, ben, moi, ils reculaient d'année en année. Ils disaient, on ne peut pas donner à tout le monde. Mais je sais qu'il y en a les mêmes, toujours les mêmes. Hein. CFTC, tout ça, ils en avaient tous les ans. Hein. C'était comme ça, hein. Ça. Et alors, après, les directions... sur le travail, justement, il menait une pression assez importante. Alors, est-ce que... Il y avait plusieurs raisons quand même. Parce que le charbon, comme je vous l'ai dit, la bataille du charbon, elle a continué bien longtemps après. Mais pour d'autres raisons. Hein, on n'en avait plus besoin, pour ainsi dire. Mais il fallait continuer quand même l'exploitation, parce qu'il faut savoir qu'en 1964, le plan Jeanneney avait décrété l'arrêt de l'exploitation charbonnière en 1984. Donc, pour maintenir ça, il fallait qu'on soit toujours rentable. Il fallait produire les 2000 tonnes par jour dans les différents puits. Et les directions, en plus de ça, un gars qui gagnait bien sa journée dans une taille, ou bien toute une équipe, eh bien, quand on voyait qu'il gagnait trop, on baissait le prix de tâche. Donc, il fallait faire un effort supplémentaire pour pouvoir gagner la même chose. Hein. Et il fallait qu'il y ait, vis-à-vis de nous, agents de maîtrise, une pression sur les ouvriers constamment. Et bon, il n'y avait pas toujours de raison pour qu'il y ait cette différence entre la maîtrise et puis les ouvriers, mais il voulait que... il y a une certaine crainte, mais bon, il n'y avait pas de crainte chez les mineurs, mais les directions, c'est ce qu'ils voulaient, quoi. Hein. Et il y avait des ingénieurs, d'ailleurs on leur disait que c'était des suceurs de sang. Hein, bon. Ceux qui... parce qu'après, dans la hiérarchie, il y a des galibots qui sont même devenus ingénieurs. Ceux-là, ils comprenaient le métier. Mais quand à partir de 1960, par là, on a fait venir les technocrates, hein, dans les mines, qui, eux, ils n'avaient pas du tout la fibre minière. Ils étaient là pour appliquer des directives. S'en foutaient pas mal, hein. Il y a même eu un ingénieur. Comment c'était son nom, lui? Ah, zut alors. Son père était mineur, silicosé à 100%. Il a fait les grandes écoles. Il a été directeur à Renault Boulogne-Billancourt après.
C'est lui qui a repris toute la métallurgie valencienne, Denain, en Lorraine et tout. Mais c'était une ordure incroyable, incroyable. Il rentrait dans le bureau du chef porion. Alors le chef porion avait son bureau, il était assis. Et nous, les porions, quand on passait au rapport, nous on était debout, hein, comme devant un tribunal. Hein. Lui arrivait, il disait au chef porion, allez dégage, comme ça, comme ça. Il s'asseyait sur le fauteuil, il mettait ses pieds sur la table, et puis il disait, allez, fais-les rentrer. Après nous, aucune considération, aucune considération. Il tenait des propos que je ne tiendrai pas devant notre copine, là, hein, parce que... bon, mais il était odieux, ce mec-là. D'ailleurs, un jour, je l'ai rencontré à la piscine de Lens, il a voulu me serrer la main, je n'ai pas serré la main. Hein. Pourtant, il aurait encore été le machin, mais je n'ai pas serré la main. Hein. Ah non, non, non. Non, non, il y avait des gosses, c'était vraiment des ordures. Hein. Ça, c'est certain. Si vous voulez, le métier était dur et les hommes étaient durs entre eux. Mais il y a ceux qui reconnaissaient le travail qui était fait. Mais il y a ceux que même... Parce que lui, par exemple, on arrivait... Bon, moi j'étais dans les chantiers en creusement. Combien t'as fait de mètres, qu'il disait, comme ça, hein. Combien t'as fait de mètres? Bon, mettons 15 mètres. Ouais. Je parie que t'as pas essayé d'en faire plus. Et sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'était ça la pression, sans arrêt. Après, on passait, on était payés, nous, agents de maîtrise. Alors, on nous disait, d'abord, premier point, sécurité. Deuxième point, qualité du travail. Et troisième point, l'avancement. Mais ça, c'était que des propos. Parce qu'à chaque fois, ils trouvaient toujours une bonne raison de nous baisser nos points et de baisser notre prime. Parce que nous, on avait un fixe et puis une prime. Et c'était constamment comme ça, constamment. Ils trouvaient toujours qu'on n'en faisait pas assez. À partir de quand vous avez rencontré la question de la réhabilitation des mineurs de 48 ? Ben là, déjà, on en discutait déjà, parce que il y avait, à part Norbert, mais il y avait d'autres mineurs encore qui avaient été concernés par le problème. Et c'est vraiment, on en discutait, jusqu'au congrès de 98 à Gardanne. Où, alors l'histoire, j'avais lu un peu de l'histoire, moi, des mineurs, hein, bon, où on a relancé cette bataille. Et à partir de là, bon, on n'a jamais cessé, avec Norbert, avec les syndicats et tout, d'essayer de faire avancer les choses sur, effectivement, l'application de la loi d'amnistie de 81 aux mineurs, quoi, hein. Et bon, et avec tous les débats qu'on a pu avoir et tout, on a pu approfondir les choses et en connaître vraiment tous les tenants et les aboutissants. 48, 98, ça fait déjà 50 ans. 50 ans, c'est que sur les 3000 licenciés et les 227 délégués mineurs CGT qui n'ont jamais été réintégrés, eh ben, on en connaissait, nous, que 14. Que 14. Et comme Norbert l'a dit, la première indemnisation, ce n'est que ces 14-là qui ont pu obtenir quelque chose. Et on a commencé à en connaître beaucoup plus. C'est quand Mme Taubira est venue en 2014, où la presse a accepté de mettre nos coordonnées syndicales et puis de la NGDM pour faire appel aux mineurs licenciés. Et on a eu des réponses, mais en tout et pour tout, sur les 3000, on n'en a que 227. Il y en a peut-être encore d'autres, mais qui ne se manifestent pas. Il y a une loi, ben pourquoi on ne l'applique pas? Il suffit d'appliquer la loi, c'est tout. Madame Taubira a fait voter une loi, pourquoi on ne l'applique pas? Et le problème n'est pas difficile. Alors après, on intervient un peu partout. Là, maintenant, on intervient au conciliateur de la République, Toubon. C'est Toubon. Ouais. On lui a écrit, bon, il m'a répondu, il faut qu'on lui envoie un tas de dossiers et tout. Là, bon, pour essayer de faire débloquer ce dossier. Norbert, il le dit souvent, hein, il donne des exemples sur l'application des lois. Bah, et pourquoi le gouvernement n'applique pas ces lois? C'est lui qui les vote et il ne les applique pas. Moi, je ne trouve pas que le dossier est difficile. Hein. Non, il y a d'autres raisons derrière, il y a d'autres raisons, c'est certain. Moi,
Bon, l'impression que ça me donne, c'est que on nous fait payer, notre comportement, alors que je considère qu'il a été dans tous les cas exemplaire, mais que on est peut-être trop revendicatif, la corporation minière ou bien quoi, je sais pas. Il faut savoir que Mitterrand était dans le gouvernement Lacoste et qu'il a envoyé les CRS sur les mineurs. Donc quand il a créé cette loi, je pense qu'il n'a pas voulu se déjuger vis-à-vis des mineurs. Mais je pense que ça devait être la même chose pour la SNCF ou bien les fonctionnaires dans les usines d'armement ou bien quoi. Mais bon, moi je me suis toujours dit ça. Ensuite, c'est une relation d'ailleurs aujourd'hui avec le Front National. Mitterrand, à l'Internationale socialiste en Autriche, avait annoncé, parce que la question lui avait été posée, pourquoi vous prenez les communistes dans votre gouvernement? Premier mandat. Et il a dit, mais je les prends, c'est pour mieux les tuer. Et il faut savoir que la corporation minière était fortement attachée au Parti communiste. Donc je pense que, parce que ça a été dit, que la grève a été commandée par l'URSS, hein, et que c'était une grève terroriste et tout ce qui s'ensuit, hein, c'est ça le discours. Hein. Donc il était hors de question pour Mitterrand d'accepter une reconnaissance de ces mineurs. Et il a tellement bien travaillé qu'effectivement le Parti communiste, il en est où est-ce qu'il en est, hein, mais que tous ces gens qui votaient communiste, eh ben, ils ont retrouvé une possibilité de manifester leur mécontentement dans le Front National. Parce que le Front National, c'est pas d'aujourd'hui. Il a monté à partir de 67, je crois, grand-père Le Pen. Hein, et voilà, donc je pense qu'il c'est une des raisons. C'est une des raisons. Et il a fallu parce que Madame Lagarde, effectivement, elle a refusé, mais des socialistes, Ségolène a refusé aussi, hein, au départ. Hein, donc, je veux dire, c'est quand même formidable et incompréhensible que avoir demandé à des mineurs de redresser la France par leur travail, de les maltraiter comme on l'a fait. Mais quand on reprend l'histoire, 1906, grande catastrophe de Courrières, tous les mineurs après les obsèques se mettent en grève pour une amélioration, alors c'était les compagnies, pour une amélioration des conditions de travail, de sécurité, de vie, hein, parce qu'ils vivaient dans des conditions lamentables. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme réponse? L'armée, les CRS. 1936, qu'est-ce qu'on a eu après? La même chose. Lorsqu'on a voulu remettre en cause tous les acquis, ils se sont manifestés, ils n'ont pas été les seuls, mais répression sanglante par l'armée, au nom des gouvernements. 1941, alors là c'est encore différent, puisque c'est les nazis qui ont fait pression, alors là on pouvait comprendre, hein, puisque c'était l'occupant. Mais on arrive à 1948. 7 ans après ce qu'ils ont vécu en 1941, l'armée, les CRS, au nom d'un gouvernement de gauche, hein, qui licencie 3000 mineurs, hein, alors qu'ils gagnent la bataille du charbon, malgré toutes les restrictions, malgré leur faiblesse et tout, ils se sont montrés que c'était avant tout des patriotes et qu'ils avaient conscience qu'il fallait sortir du charbon pour pouvoir remonter la France. On leur envoie à nouveau l'armée, la police, et puis on les licencie. Hein. Donc la seule réponse que les mineurs ont eue sur leurs revendications, c'est la répression. Ça n'était que ça. Donc derrière, moi je crois qu'il y a effectivement cette réponse politique, hein, vis-à-vis de la corporation minière, mais peut-être aussi qu'il y a d'autres corporations où le travail était très dur. Bon, ils n'ont peut-être pas fait grève, qu'ils n'ont pas eu cette répression, mais pour les mineurs, moi la raison, je la trouve là. Je la trouve là. Il y en a peut-être d'autres. Moi, je souhaite qu'une chose, c'est que les historiens se penchent sur l'histoire, parce que ça c'est pas clair, ça. C'est pas clair. On ne sait pas exactement. Parce que moi, j'ai toujours dit aux copains, je dis, attendez, notre fédération, aussi forte
quel été, il était jusqu'à 220 000 mineurs, hein, où on aurait pu, on a fait des grands mouvements, on aurait pu s'imposer, on ne l'a pas fait. Après 81, l'accord PS-PC. Mitterrand, il dit, ok, d'accord, 30 millions de tonnes de charbon pour la France, 9 millions pour le Nord-Pas-de-Calais. 4 ans après, il fout les ministres communistes dehors et on ferme à grande vitesse l'exploitation charbonnière. On rase tout. Et avec le temps, on apprend des choses. C'est que les communistes, dans l'accord, s'étaient imposés pour qu'il y ait une exploitation charbonnière. Mitterrand n'était pas d'accord. Et donc, voilà la raison pour laquelle ils se sont disputés après, et puis qu'on a fermé le bassin minier et tout. Hein. Donc c'est bien des problèmes politiques qui sont liés à tout ça. Comme Norbert l'a dit, ça a un coût assez important. Mais par rapport à ce que on peut donner au patronat dans le cadre du CICE ou tout ce qui s'ensuit, je veux dire, nous, c'était une goutte d'eau, quoi. C'est une goutte d'eau. Nous, on a toujours pensé que c'est ça, quoi. Le problème financier qui bloque. Non, les mineurs n'ont pas eu la reconnaissance qu'ils méritaient. C'est pour ça que la Légion d'honneur, hein, il va falloir que Norbert insiste, parce que bon, vous voyez qu'il était fatigué à la fin là, et que il me l'a dit, j'ai pas pu terminer comme j'aurais voulu. Il va falloir qu'il insiste que c'est d'abord une reconnaissance envers la corporation minière. Et quand Madame Taubira, elle a eu connaissance de l'histoire des mineurs, elle la connaissait pas, et elle l'a appris comment? Il y a Dominique Watrin qui est sénateur communiste. Un jour, parce qu'on se battait sur le machin, je dis écoute, on nous dit qu'il y a prescription, il faudrait que tu vois avec Madame Taubira pour qu'elle fasse étudier ça par ses services, puisque c'est le ministère de la Justice, si vraiment il y a prescription. Donc il lui pose la question, elle dit je ne connais pas l'histoire. Et elle s'est penchée sur l'histoire des mineurs, des grèves et tout. Hein. Et quand elle est venue, elle a fait un discours formidable. Hein. Et puis, elle nous avait dit à Paris, quand on a projeté le film, elle a dit « Je fais faire voter un amendement à la loi de finances, c'est inadmissible le traitement qui a été fait aux mineurs, cette discrimination, et que ce serait à l'honneur d'un gouvernement de gauche de rétablir les mineurs dans leurs droits. » Non, mais je veux dire, c'est sûr que... Heureusement qu'elle est venue, hein, heureusement. Hein. On peut la critiquer sur d'autres points, hein, mais heureusement qu'elle a eu le courage de... Et puis, je peux vous assurer que vis-à-vis de Norbert, chez Le Grand Amour, hein, là-dessus, on a eu Dominique Simoneau qui a écrit son livre magnifique, hein, et elle aussi, elle nous a bien aidés. Hein, sinon, on n'aurait pas avancé de cette façon-là. Hein. Parce qu'on n'a pas tout gagné, mais il y a quand même eu des choses qui ont été faites. Alors, Norbert, quand il parle toujours des 36, aujourd'hui, suite à la décision qui a été prise le 26 décembre donc 2016, de prolonger les inscriptions de dossiers jusqu'au 1er juin 2017 et que le gouvernement a alloué 2,5 millions d'euros pour indemniser, on a eu un petit différend avec Norbert parce que on avait eu une réunion téléphonée et Norbert il dit je veux pas me rendre coupable d'un détournement de deniers publics. J'étais surpris quand il dit ça. Il dit Norbert, pourquoi tu dis ça? Il dit oui, il dit parce que par rapport à la loi, plus personne ne peut être indemnisé. Ce en quoi il n'y a pas tout à fait tort. Mais je dis, attends, il y a des propos qu'on ne peut pas dire, parce que il les a tenus devant le directeur de la NGDM, parce que je l'avais emmené avec moi. Je dis, écoute, tu vas venir avec moi, tu vas t'expliquer avec lui, parce que sa retraite complémentaire, est là. Et Bloch, il dit ça devant le directeur de la NGDM. L'autre, il me dit, si la CGT, elle ne veut pas qu'on indemnise, ok, on n'indemnise pas. En s'entendant, je dis, t'as vu ce que tu as dit comme connerie? Hein, il dit, j'ai pas dit une connerie, mais peut-être que juridiquement, mais je dis, si le gouvernement il a débloqué 2,5 millions et qu'il prolonge les dotés, c'est qu'on peut le faire. Alors maintenant, il semblerait qu'ils vont nous faire une note d'application. Alors peut-être il a bien fait de le dire, tout compte fait, bon, mais je veux dire, attends, il y a des choses qu'on ne dit pas devant des directions. Hein.
Est-ce que vous trouvez que la mémoire des mines a été préservée? Il a fallu attendre bien longtemps, parce que lorsqu'on a fermé le Nord-Pas-de-Calais en 90, plus gros bassin, les municipalités souhaitaient préserver les terris, préserver les chevalets, enfin d'autres trucs. Et moi je me souviens, nous sur Avion, on était le premier puits en venant de Paris. Et on avait 2 chevalements déjà modernes, qui avaient été remis en état en 1955, et un immense terri en pointe. Et un jour, les gens qui habitaient à proximité de ce terri sont venus à la municipalité pour dire aux maires, bah, attendez, ils sont en train de faire tomber les chevalets. Alors que la municipalité souhaitait les préserver, tout au moins un, peut-être pas les 2, mais tout au moins un, et ce terri. Et effectivement, les houillères avaient eu ordre de faire disparaître, mais d'une façon très rapide, tout ce qui rappelait l'exploitation minière. Il fallait absolument, tous nos centrales, nos coqueries, tous ces bâtiments, tout ça a été rasé à une vitesse incroyable. Il fallait faire oublier cette période héroïque, je dirais, héroïque, hein, on peut l'appeler comme ça, hein, parce que y en a qui ne l'acceptaient plus, quoi. Voilà. Et après, donc, il y a eu des choses qui se sont mises en route, où on a forcément, il y a eu des pressions politiques et tout, ici sur la région. Bon, il y a des choses qui ont été faites, avec le Ward, par exemple, hein, et puis il y a beaucoup de petits musées, hein, Neu, Auchel, un peu partout, qui se sont créés, hein, des livres qui ont été écrits, nous avons fait des colloques sur l'histoire, mais aujourd'hui, Madame Taubira, qui dans sa loi a demandé à ce que l'histoire des grèves de 41, 48 et 52 soit inscrite dans les livres scolaires, il n'y a rien de fait. Il n'y a rien de fait. C'est bien, il y a bien des raisons à tout ça. Alors que, je veux dire, c'était le moment de valoriser tout ce travail qui a été fait. Même si ça a été quelquefois difficile, douloureux et tout. Hein. J'étais à une réunion dernièrement sur la présentation du programme Sobilo. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans la presse, hein. Il paraît que il faut donner une image plus éclatante du bassin minier. Bon, c'est pas avec leur proposition, ça m'étonnerait qu'ils donneraient de l'éclat, mais c'est pas ça le problème essentiel. Le problème essentiel pour le bassin minier, c'est d'avoir de l'emploi, hein, avant tout, hein. Bon, avant tout. Et dans cette réunion, bon, j'ai fait un certain nombre de remarques. Et il y a un gars que je connais pas qui a la gestion de la mission du bassin minier, qui se lève et qui dit, écoutez, il faut absolument raser les maisons des mines. Il est fou ce mec, ou bien quoi, hein, parce que on reste sur une image du passé, on peut faire mieux dans le bassin minier et tout. Ben, sur le fond, effectivement, on peut faire mieux. Mais aujourd'hui, dans la politique qui est menée, ces logements qui ont déjà été réhabilités depuis les années 70, hein, et qui aujourd'hui ont un bel aspect. Un certain nombre sont maintenant inscrits au patrimoine de l'UNESCO, qui sont des logements sociaux, qui logent des enfants de mineurs, hein, qui aujourd'hui, dans ce bassin, ils n'ont pas de revenus, parce qu'avec le chômage qu'il y a et tout, hein, et que si on rase, aujourd'hui, la Soginorpa en particulier, parce qu'elle est d'abord concernée, puisque le patrimoine minier, c'est d'abord la Soginorpa, eh bien, nous dit clairement, on peut raser, mais on a de plus en plus de difficultés à recevoir des financements pour reconstruire. Alors, comment on fait pour loger tous ces gens-là, alors qu'aujourd'hui, on a 15 000 dossiers de demande de logement? Alors, en plus, il y en a d'autres qui se sont dans la salle qui ont dit « Ouais, effectivement, il faut donner notre image du patrimoine minier. » Bah, moi, je dis « Attendez, c'est ridicule ce genre de débat. Parce que des logements on en reste à 63 000, on a déjà rasé au moins 30 000 déjà.
Parce qu'effectivement, il y en a qu'on n'a pas pu garder. Hein. Après, il y a des restructurations qui se font et tout. Mais de dire qu'il faut tout raser, non, c'est débile, quoi, je veux dire. Mais voilà, pourquoi enfin, quand même pas avoir honte d'avoir fait du charbon, quand même. Quand on pense l'attitude que le Parti socialiste a eue envers les mineurs, ben, c'est triste, hein. C'est triste, hein. Je veux dire, pour des gens qui se disent de gauche, mais bon, ils ont dénoncé qui n'y était plus. Et non, mais je dis ça, mais c'est comme ça. Et moi, à Jean-Pierre Cuchéda, je lui ai dit, mais je dis, attends, tu ne te rends pas compte? Je dis, moi, à chaque fois qu'il fallait que je vote pour toi parce que tu étais mon député devant la droite ou bien quoi, je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai jamais rien demandé. Et qu'est-ce que vous faites, vous, hein? Parce que des dispositions qu'ils auraient que Sarkozy... Sarkozy, quand votre parti il nous donne 5% d'augmentation aux mineurs, les socialistes, ils viennent au pouvoir, ils ne nous les donnent pas, ils les enlèvent. Et je dis, tu trouves ça normal, toi, tu comprends les choses? Donc voilà, il y a... Madame, quand elle est devenue présidente de la région, comment c'est déjà son nom, elle, la verte, là. On ne parle plus de son nom. Qu'elle est devenue présidente de la région Nord-Pas-de-Calais. Blandin. Quand on a sorti le film Germinal, première chose qu'elle dit, on a eu raison de fermer les mines, on ne pouvait pas continuer à travailler comme ça. À l'époque de Germinal, je veux bien, mais l'exploitation charbonnière a évolué quand même. Il y a des dispositions qui ont été prises et tout. Donc il y a des attitudes où il y a un certain mépris de la corporation minière. Un certain mépris. Mépris de l'héritage des mineurs aujourd'hui? Ouais. Ah non, c'est sûr que... il y a aujourd'hui la sécurité sociale minière qui a répondu à un besoin important. Même si à l'origine c'était un secteur qui appartenait aux mines, hein, mais on a pu le faire développer, ce secteur-là. Et aujourd'hui, il y a des spécialistes, il y a tout ça, et il y a un besoin dans cette région. Tout le monde nous dit qu'on est les plus défavorisés au niveau de la santé. Ben dans ce projet Sobilo, il n'y a même pas un point sur la santé. Et on ferme, alors qu'il y a des besoins. Alors, on sait qu'au niveau de la politique, les régimes spéciaux doivent disparaître, mais après, quand il y a un besoin évident, quelqu'un qui dirige un pays, quand même, il doit se dire, il faut que je réponde aux besoins de ces populations. Ben non, on ferme.